Et salut, bonsoir à tous. Désolé pour le petit retard, mais ça y est, le problème technique a été identifié et donc ça devrait plus se reproduire. Donc ça, c'est cool. En tout cas, bienvenue à tous pour le meet-up de la semaine. Ça fait plaisir de vous retrouver comme tous les jeudis. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, eh ben, écoutez, venez en live parce que c'est quand même vachement plus sympa, les interactions avec le chat. Euh, Quoi qu'il en soit, on va attaquer directement. Cette semaine, on va recevoir Jeff Sebrecht, qui travaille dans une entreprise qui s'appelle Numix et qui bosse sur le secteur industriel. On va voir comment est-ce que les technologies immersives permettent d'impacter fortement ce secteur sur beaucoup de domaines différents. On va directement aller retrouver Cédric et Jeff, hop, qui ne s'affichent pas parce que j'ai fait n'importe quoi. Donc forcément, ça y est, ils sont là. Bonjour, messieurs, comment vous allez? Alors, bah c'est cool, c'est cool, c'est cool. On va finir la journée en douceur avec ces meet-up. Bah écoute, Jeff je suis une tâche. Voilà, ça y est, le son y est. Je suis désolé, je suis désolé. Jeff, Ah, on disait bonjour à tous. Salut. c'est bien parce que comme vous bougez, ça anime quand même le truc, même s'il n'y a pas de son. Ça Ouais, c'est voilà. cool. Jeff, je te laisse te présenter pour tout le monde, pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok. Et voilà. Allez, avec plaisir. Donc, bonsoir à tous. Et donc, moi, c'est Jeff Sebrecht. Ça. Donc, moi, j'ai créé Numix en 2014. Bon, on va faire un petit retour en arrière vite fait. J'ai fait des études en infographie multimédia. J'ai commencé ma carrière en tant qu'animateur 3D dans des boîtes de jeux vidéo. Mhm. Et j'ai travaillé quelques années sur Paris, 8 ou 9 ans. Et après, on a décidé de monter notre boîte avec ma conjointe Amélie. Et voilà, depuis c'est une fabuleuse aventure qu'on vit. On a commencé donc à deux. On est revenu dans le sud aussi entre-temps. Donc on a créé l'entreprise La Gaillac. Et, et du coup, depuis là, aujourd'hui, on est une quinzaine dans l'entreprise. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, à la base, on s'était positionné sur la formation digitale. Et puis, ben, avec 2014-2015, c'était l'arrivée des casques immersifs. On a cherché à se différencier au niveau de ce qu'on pouvait faire comme formation numérique. Et du coup, avec mon background dans le jeu vidéo et puis l'aspect technique et tout que j'adorais, eh bien, on s'est mis à construire des premières formations immersives. Et bon, à l'époque, c'était hyper novateur. Donc, on a participé à des concours qu'on a gagné. Et puis, de petit à petit, en fait, on a fait notre comment dire, notre place quoi dans ce milieu. Donc aujourd'hui, on a deux activités. C'est d'une part la réalisation de modules en réalité virtuelle, des formations sur mesure. Du coup, ça va plutôt, nous, on est plutôt sur l'aspect euh, très sur mesure, très technique des formations avec des vraies simulations qui vont quand même au bout des choses et donc pour des clients plutôt grands comptes dans l'industrie. Là où il y a du risque, là où il y a du danger, là où il y a de la difficulté à s'entraîner dans la vraie vie. Donc, ce sera l'occasion de vous montrer un peu tout plein d'exemples concrets. Donc, par exemple, pour EDF, on a pu faire des simulations de crues sur des barrages hydroélectriques. Pour Enedis, évidemment, on a travaillé sur tout ce qui était risque électrique, manipulation de disjoncteurs à haute tension et ainsi de suite. Et donc, on le fait en toute sécurité grâce à la réalité virtuelle. Mais on a aussi une autre activité complémentaire, c'est celle de faire de la formation digitale. Ça, c'est plutôt mon associé, donc Amélie Ravenot, qui s'en occupe. Et là, on fait des modules e-learning pour des grandes entreprises. Là, ça ne va pas être que le technique, ça va aussi être les grandes marques comme Yves Rocher, Lacoste, où on va former sur plein de sujets différents. Et c'est ça aussi que je trouve super intéressant dans notre métier, c'est que on découvre plein de métiers, plein d'environnements. Et du coup, à chaque fois, on est obligé de rentrer vraiment dans ces métiers, d'apprendre, d'échanger avec les experts. Et au final, c'est super enrichissant, quoi. Voilà, je crois que j'ai fait un petit tour
de présentation. Bah, ouais, c'est déjà pas mal. Donc, tiens, première question comme ça, là, vraiment par curiosité. T'as dit que vous aviez deux activités. Euh, Est-ce que d'où vient la majeure partie de ton revenu aujourd'hui? Plutôt de la partie e-learning ou plutôt de la partie VR? Alors aujourd'hui, c'est 70 VR et 30% e-learning. D'accord. On va dire que le, l'activité s'est plus développée autour de la VR à partir de 2015. Et on fait pas que de la VR, on a aussi fait beaucoup d'applications de réalité augmentée, de 3D temps réel, où on fait des configurateurs 3D. Et donc on utilise évidemment énormément Unity, qui est notre moteur 3D de prédilection, avec lequel on faisait tout ça. Et puis petit à petit, on s'est spécialisé dans la VR. On fait aussi beaucoup de développement sur mesure. Par exemple, là, on travaille depuis plusieurs années sur un simulateur de tour de contrôle pour l'aviation civile. Donc là, c'est complètement un projet sur mesure très spécifique qui n'est pas en réalité virtuelle, mais qui utilise là pour le coup les HoloLens 2 aussi. Il y a une petite partie réalité mixte sympa. Voilà, donc on va dire moi j'englobe dans les 70% tout ce qui est application 3D temps réel, Mm. et voilà. Ouais, donc Mais ce qui est immersif. intéressant, je dirais, pour rebondir, c'est que on a du coup cet aspect, ce qui nous différencie en fait, c'est qu'on a vraiment l'aspect pédagogique qui est très reconnu, hein, que nos clients apprécient beaucoup. C'est pas de la VR pour la VR, quoi. On a vraiment toujours cette réflexion sur la pédagogie et tout ça qui est au cœur de notre métier aussi du côté du e-learning. Et du coup, on a ces deux cordes à notre arc, c'est à la fois la capacité technique et artistique de faire des modules en réalité virtuelle très réalistes et très poussés techniquement, et en même temps d'avoir toute cette réflexion autour de la pédagogie. D'accord, ok. Pas pousser de Je la pourrais tech pour de la tech. plus tard. C'est quoi? Tech for good. Ouais, c'est ça. Ne pas pousser de la tech pour de la tech, c'est important. Parce que sinon, Ouais. bah, ça ne sert à rien. Donc, bah, c'est cool déjà. Vous avez une activité qui est quand même assez transverse entre réalité augmentée, réalité virtuelle. Pas toutes les boîtes le font, c'est cool. C'est vrai qu'on aurait pu vraiment hyper spécialiser, mais moi j'aime bien quand même quand on touche un peu à tout, parce que ok, des fois on perd du temps parce qu'on doit redévelopper des technos et ainsi de suite. Par contre, chaque univers, on va dire, enrichit l'autre. Au tout début de l'entreprise, on a fait quelques sites internet. Bon, ça, on l'a laissé un peu de côté parce qu'à un moment donné, on se dispersait trop. Mais tout ce qu'on a fait dans le web nous a apporté aussi des idées dans la VR, et puis inversement. Donc, et puis dans le e-learning, on a des idées, par exemple sur la gamification, des choses comme ça, l'approche neuropédagogique qui peuvent être aussi utilisées dans la réalité virtuelle. Donc on va dire chaque domaine se nourrit en fait. Oui, bien sûr. Vous êtes combien déjà dans On est 15. Oui, donc pas une petite structure, effectivement. 15, avec une grande majorité de développeurs, j'imagine. Enfin, Alors, on a donc, on va dire, 6 ou 7 développeurs, effectivement. Donc, c'est le principal. Après, on a des infographistes 3D et 2D, chefs de projet et concepteurs pédagogiques, hein, et voilà. C'est un peu les métiers qu'on a en interne. Et après, on travaille aussi avec certains freelances quand on a besoin d'avoir un peu plus comment dire, de du prod. support, du soutien. Ok. Pour pallier effectivement aux surcharges de travail. Ok, ça marche. Du coup, effectivement, oui, comme tu disais, donc, pour toi, de ton retour d'expérience, en tant que, en tant que chef d'entreprise, s'être, entre guillemets, dispersé, avec ton feedback actuel, ce serait donc du coup, finalement, étant donné que tel et tel domaine, du coup, apportent en fait une vision à l'autre, etc., c'est pas quelque chose de négatif, en fait, en soi. Non, alors c'est négatif. Il y a des points négatifs, forcément. C'est que, je dirais, des fois, je pense qu'en termes de rentabilité, c'est des fois un peu difficile. Parce que quand d'un coup, on nous demande un configurateur 3D, ben, on n'a pas, on va dire, un produit tout fait. Donc, on va devoir le faire et ainsi de suite. Par contre, bah, du coup, au fur et à mesure, on construit des briques techno qui peuvent être réutilisées dans divers domaines.
mais on n'a pas genre un produit qu'on va pouvoir se focaliser à 100%. Donc des fois, c'est vrai qu'on va peut-être pas aussi vite que d'autres entreprises, mais en attendant, on essaye quand même d'avoir là, pour le coup, sur la VR, un produit, et j'en parlerai plus en détail après. Mais après, moi, ce que je trouve aussi génial, je pense, c'est pour les équipes qui développent, c'est pas toujours faire la même chose aussi. Parce que si on devait faire tous les jours de la VR pour l'industrie, au bout d'un moment, je pense qu'on s'ennuierait en fait. Et je pense que c'est intéressant. Enfin, on essaye aussi de varier les projets pour les équipes. Tiens, on a un projet de réalité augmentée, mais ça permet aux développeurs, de se former sur une nouvelle techno, de s'améliorer. Et c'est vrai que ça fait partie un peu de, comment dire, des valeurs de l'entreprise, c'est de toujours être à la recherche de nouveautés, de se former, Oui. d'être curieux. Enfin voilà, ça c'est important pour nous, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis c'est aussi important du coup pour vos clients. Et j'imagine que c'est une démarche aussi qu'ils ont eux. C'est-à-dire important d'avoir de la nouveauté, comment se former, certes efficacement, mais joindre entre guillemets l'utile à l'agréable, etc. Et on parlait de ROI, donc on y viendra par la suite. Mais je pense que le turnover est un indicateur fort. Par exemple, effectivement, enfin, voilà, si ça permet en fait aux gens de se sentir mieux dans l'entreprise, de pas les switcher, parce que bah, ici on nous propose que des trucs bateaux. Alors là, je parle plus de tes clients du coup que de ton entreprise à toi, Mm. mais quoique le turnover dans le monde du développement, on le connaît bien aussi, hein, donc Mm. euh, Oui, voilà, et pour donner un exemple, un jour on nous a contacté pour faire un jeu vidéo pour les enfants qui sont atteints d'apnée du sommeil. Mais écoute, on était Mhm. ravis de faire ça parce que ça nous a un peu changé de nos projets très techniques. Du quotidien, ouais, tout à fait. Et moi qui viens du jeu vidéo aussi, ça m'a fait plaisir d'être un peu là-dedans. Mais du coup, c'est vrai que en termes stratégiquement, c'est de la dispersion quoi dans l'entreprise. C'est-à-dire que ce projet qui s'appelle un sourire de marmotte, pardon, un sommeil de marmotte qu'on a fait il y a 2 ans. C'est une appli mobile et tout qu'on peut télécharger sur Android et Apple. Eh bien, ce projet-là, bien sûr, il va pas servir à décrocher un marché dans le gaz ou l'électricité, parce que là, le client, il s'en fiche. Ouais. Mais comme on commence à avoir quand même pas mal de références dans ces divers domaines, bon, on est capable on va dire, de répondre à des appels d'offres assez divers. Et voilà, quoi. Mais du coup, on a des références et ça nous permet de quand même assez varier quoi les choses. Parmi les, parmi les références que tu as mis sur le slide, là, enfin, j'en prends deux, hein, je prends ERDF et bah, du coup, ERDF et Enedis, du coup, maintenant, c'est la même. Alors, EDF et Enedis. EDF, ouais, pardon. ERDF, c'est un vieux nom. Ils aiment pas qu'on dise ça. Oh, désolé. Ouais, je suis un vieux monsieur en même temps, hein, donc EDF, mais c'est j'ai la connu. production d'électricité. Enedis, c'est le réseau, la maintenance du réseau électrique, en gros, hein, Ouais, l'exploitation du réseau. exploite, ouais. C'est en fait deux domaines un peu différents, quoi. D'accord. Mais ça reste quand même Euh, un groupe au final, hein, oui. hmm. Qu'est-ce qu'ils en pensent de l'innovation, Parce que quand on parle de pédagogie, du coup, c'est bien en XR que tu as pu travailler avec eux ou... Du coup, alors avec EDF, on a fait, alors en fait, si je remonte un peu l'historique, Ouais, en 2015, on participe à un concours organisé par Enedis sur l'innovation, justement, ça s'appelait le Technicien 3.0, quelque chose comme ça. Et ils proposaient aux startups de proposer des innovations pour leurs techniciens et tout ça. mhm, Et comme nous, on était dans la formation, on s'est dit, bah, tiens, on pourrait peut-être proposer une formation d'un genre nouveau. À l'époque, il y avait les casques Samsung Gear VR, là, c'était tout nouveau, c'était génial, sans fil et compagnie. On mettait un smartphone à l'intérieur et on était en immersion. Et la qualité était vraiment pas dégueu. Bon, maintenant, quand on voit toute l'évolution qu'il y a eu, oui, forcément, on renfilerait pas ce type de casque. Mais en 2015, c'était vraiment pas mal. Et du coup, on a fait une formation type e-learning, mais en immersion dans un poste source électrique. Et ça leur a énormément plu. On a remporté le premier prix du concours. Et de là, ça a été notre premier client grand compte, si tu veux. Parce qu'au début, trop bien. quand on commence l'entreprise, on n'avait pas énormément de références. Et c'était difficile de rentrer chez les grands comptes. Et en fait, on a fait un premier vrai projet du coup avec Enedis, avec un vrai budget et tout ça, des vraies contraintes. C'était pas du tout la même chose que notre petit prototype fait à deux comme ça vite fait. Et,
Et du coup, tout ça a très bien marché. Ils ont énormément apprécié. On a pu diffuser le module quand même à pas mal d'endroits. En fait, ils sont organisés en régions. Donc, chaque région a pu acheter des casques et diffuser la formation qu'on avait fait au niveau national. Et donc, après, il y a eu d'autres évolutions. Il y a eu l'arrivée du HTC Vive avec, comment dire, l'aspect 6 degrés de liberté. Hein, donc, on peut se déplacer, prendre des objets, manipuler. Donc, il y avait tout cet aspect geste métier qui les intéressait beaucoup. Et comme on avait fait le premier projet qui avait été une réussite, et le deuxième, ils ont pensé à nous. Et du coup, là, on a commencé à faire de la VR en 3D temps réel. Alors que le premier projet, c'était plus des photos 360 avec un peu de 3D intégré pour pouvoir faire des interactions. Genre, on ouvrait des disjoncteurs, on pouvait cliquer, mais on prenait pas vraiment les objets en main, quoi. Et donc, avec le HTC Vive, on est passé dans toute la full 3D. Et là, on a vraiment pris l'approche de faire le mode bac à sable où tu es dans un environnement et tout est simulé. Et là, tu peux, si tu as envie d'aller prendre une mesure, tu peux. Si tu veux aller t'électrocuter, tu peux aussi t'électrocuter virtuellement, heureusement. Et donc, tu fais ta procédure telle que toi tu le vois. Et si jamais tu te trompes, il y a des conséquences. Donc, il va y avoir une coupure d'électricité, ou alors tu vas te faire électrocuter, ou juste des petits messages d'information qui vont remonter, quoi. Et du coup, voilà, avec eux, on a fait ça. Après, ça nous a permis d'aller plus haut au niveau d'EDF, qui avec ces références-là dans la poche, eh bien, on a pu décrocher le marché avec EDF. Eux, ils cherchaient à... Alors, ce que je propose, c'est que pendant que je parle, je vais vous montrer en background des vidéos, comme ça vous voyez un peu visuellement à quoi ça ressemble. Allez. Carrément. Donc, je vais couper le son, hein, comme ça je peux vraiment plus discuter, quoi. Donc, ça, c'est la formation dont je parlais à l'instant, là, où on est donc un technicien Enedis, et il va falloir aller consigner des câbles souterrains, manipuler des disjoncteurs qui sont hyper dangereux. Donc, en gros, on est vraiment en immersion avec le casque VR, les manettes, et on va prendre les objets, on va devoir se baisser, prendre sa boîte à outils, ouvrir la boîte à outils, prendre le testeur de tension, et vraiment faire tous les gestes comme dans la vraie vie. Là, vous voyez, on voit vraiment le gars, il ouvre sa boîte à outils, ensuite il va faire des mesures. Il y a une manière de faire des mesures. Donc ça, en VR, on est capable de détecter si la façon de faire les mesures, elle est pas bonne. Eh bien, ça va remonter un petit message. Et le but, c'est vraiment pas de remplacer le formateur. Il voulait un outil qui aide le formateur, qui soit à son service, et pas l'inverse. Donc, ça va donner des infos au formateur qui va pouvoir réagir en fonction. Mais il faut pas voir la machine comme un truc qui est froid et intraitable, qui va dire c'est pas bon, c'est pas bon. Mais non, justement, c'est le formateur qui va animer cette formation avec les stagiaires et qui va pouvoir réagir et rebondir sur les différents éléments. Et voilà. Donc là, on voit par exemple, il s'est approché du disjoncteur. Enfin, c'est pas un disjoncteur d'ailleurs, c'est un tableau basse tension, celui-là, je crois. Il a explosé parce qu'il n'avait pas mis son tapis isolant, il n'avait pas baissé sa visière. On est vraiment à ce niveau de détail, quoi. Ce qui fait qu'on peut tout traquer. Et à la fin, il y a un bilan pédagogique qui va dire, voilà, il y a eu tant de pourcents de réussite, telle étape a mal été réalisée. Et on peut remonter aussi à l'origine d'un accident, pourquoi pas, pour analyser, tiens, voilà, dans cette situation, dans la vie réelle, en fait, tu aurais sans doute été à l'hôpital parce que tu n'avais pas mis tes gants isolants, ou ainsi de suite, quoi. Voilà. Ouais, complètement, mais ça sert de support de mise en situation, hein, tout à fait, c'est le case. Et Donc ça là, peut on servir voit pour de la formation initiale ou continue, d'ailleurs. Là, on voit un peu l'aspect making of avec les devs, le graphiste 3D qui modélise. Là, on voit le gant. On avait demandé tous les outils, et après on les représente, on les programme dans Unity avec un langage de programmation, et on essaye de faire en sorte que le gant il réagisse un peu comme dans la vraie vie. Et comme ça, on a vraiment cette sensation d'avoir ce gros gant isolant là qui prend beaucoup de place. Les fameux gants haute tension, ouais. Et alors, voilà. Donc ça, c'est Émilie. Puis après, on a eu l'opportunité de faire les barrages hydroélectriques avec EDF. Tiens, Jeff, question un peu stupide avant de changer de projet.
faut me Est-ce que, couper, hein. est-ce que sur ce genre de projet, ça serait pas intéressant justement de mettre des vrais gants aux opérateurs en Mm. fonction, tu vois, si c'est la gâchette de la manette qu'il faut manipuler, ça reste un bouton assez facile à utiliser. Oui, Et est-ce que mais ça sauf aurait pas un intérêt de leur mettre les gants pour augmenter justement ce ouais, côté tactile? alors on aurait pu, mais ça voulait dire qu'il fallait presque enlever le casque pour mettre les gants Mm. et ensuite remettre le casque. Et puis, quand tu vois la procédure, il y a quand même 60 étapes euh, qui sont assez précises et qui s'enchaînent, hein, qu'il faut réaliser dans l'ordre. Enfin, il y a un ordre, mais des fois, tu n'es pas forcément obligé de respecter l'ordre. Eh bien, il y a des moments où tu mets les gants, ensuite tu enlèves les gants, puis tu les remets, et ainsi de suite. Là, en VR, je pense pas que ça aurait été très adapté, quoi, le fait de mettre les gants. Mais on s'est posé la question, ouais. Ouais, puis et peut-être que finalement, enfin, ils avaient la même démarche que typiquement un chirurgien, c'est-à-dire que l'immersion, ok, elle est apportée par la VR, mais surtout au niveau des retours haptiques, ils veulent pas aller trop loin non plus, parce que finalement, c'est la procédure qu'on veut apprendre, C'est ça. bien maîtriser, et pas forcément. C'est vrai que pendant longtemps, dans le domaine du médical, il y a eu cette idée reçue, et par rapport au projet qui leur était proposé, de vouloir vraiment faire des retours haptiques avec les vrais outils, avec, etc. Alors que les chirurgiens eux-mêmes disaient, mais non, donnez-moi juste un didacticiel avec les bonnes procédures, etc. Oui, forcément, il faut que ça soit un peu conforme à la réalité, mais on Mm. utilise les contrôleurs qu'on a nous, En et, fait, et on y va. je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, on se rend compte que l'immersion de la VR, elle est déjà telle que c'est vraiment une énorme progression par rapport à un film affiché en 2D sur un écran. On s'y Ouais. croit vraiment. Effectivement, il n'y a pas ce retour haptique dans la plupart des cas, même s'il y a quelques expérimentations, hein, qui sont faites. Mais en fait, au bout de 2-3 minutes, si l'environnement il est bien fait et comment dire, qu'on y croit visuellement, et qu'il n'y a pas d'éléments perturbateurs qui vont. Enfin, il y a toute une théorie là, comment dire, des best practices qui disent. En fait, on vise à faire rentrer les gens dans une sorte de forme de concentration. Alors, ça s'appelle le flow, hein, cette théorie. Euh, une fois qu'ils sont suffisamment convaincus qu'ils sont dans un environnement, dire réel, même s'il est virtuel, Ils ils sont oublient immergés en fait pleinement. très vite. Au début, on se pose la question, ah oui, j'ai pas les gants, tiens, c'est bizarre, les objets ne pèsent pas lourd. D'accord. Au bout de 2-3 minutes, quand on est happé par la procédure et la mission qu'on doit réaliser, et pour peu que cette mission elle soit bien amenée et qu'elle soit pas trop dure et pas trop facile, et ben en fait on oublie tout ça et en fait on se rend même plus compte que les objets n'ont pas de poids ou qu'on n'a pas le retour haptique et ainsi de suite. Et comme tu dis, le but pédagogique c'est pas ça, c'est plus d'apprendre une procédure et de s'entraîner dans plein de situations différentes et vérifier que les procédures de sécurité sont bien respectées, que la procédure elle est apprise. Et comme on a des éléments de variabilité, on va dire, c'est jamais vraiment pareil. Donc on peut former sur plein de situations différentes et très rapidement, quoi. Donc ça c'est vraiment Hmm. l'intérêt aussi de la VR. Ouais, complètement. Ouais. Voilà. Est-ce que demain, enfin, je donne un exemple tout con, hein, demain on équipe les techniciens, du coup, Enedis, on va dire, sur le terrain avec des lunettes de réalité augmentée. Par photogrammétrie, du coup, on en sort un mesh et ça devient notre scène Est-ce qu'il y a déjà notre scène de formation future? Est-ce qu'il y a déjà des tests qui sont faits sur ce côté un petit peu automatisation de cas d'usage Ouais. concrets? Là, du coup, on est sur le lieu de travail et ça va plus être une formation, comment dire, détachée où on est complètement immergé dans un environnement, mais en fait, on est dans un bureau. Là, on est sur le lieu de travail et ça va plus être de l'assistance à la maintenance ou à la procédure. Et Ouais. ça se fait déjà beaucoup avec les HoloLens, chez Airbus, on a des tas d'exemples où on va expliquer, bah tiens, tu vois, tu dois lever le capot, tu dois dévisser cette vis, et ainsi de suite. Euh, pour l'instant, à ma connaissance, Enedis n'a pas encore fait ça, si ce n'est pour visualiser les réseaux souterrains électriques. Du coup, ça, c'est Ouais. super utile Ah, parce déjà que là, super cool. bah, sinon, ils ont des vieux plans et il faut qu'ils arrivent à déduire où se trouve le câble souterrain.
Et là, ils arrivent à peu près, d'après ce que j'ai vu, ils arrivent à peu près à positionner les câbles là où ils sont en vrai, en fait. Et ça Ouais, demande. il faut juste que les plans soient à jour. Voilà. C'est- Après, même mais s'ils bon, sont que voilà, partiellement c'est à un autre jour, problème. déjà, si tu mets pas un coup de pelle dans la ligne haute tension, c'est plutôt une bonne Vas-y, nouvelle. pardon. Bah, le problème, c'est que si on t'indique la ligne de tension à droite et puis que finalement elle était à gauche et du coup tu as décidé de creuser à droite, enfin à gauche, pardon. Confiance Ça- aveugle au dispositif. Après, il faut pas que ça devienne le mode GPS du travailleur, quoi. C'est-à-dire que je sais pas si Ouais. ça vous Il y a fait une l'effet, crainte le là-dessus. GPS, je déteste ça et je m'en sers, hein, mais des fois C'est vrai. j'arrive là où je dois arriver et en fait je me rends même pas compte de ce que j'ai fait, quoi, sur la route. Et on veut pas, enfin je C'est pense que marrant. c'est vraiment une mauvaise pratique de remplacer le cerveau, on va dire, du technicien et de lui dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. À la fin, il fait bêtement et il se peut qu'il y ait un problème, un vrai risque, genre un énorme fil dénudé avec une tension et qu'en fait, bah, il fait une confiance aveugle au dispositif et là, il se prend le jus, quoi. Tu vois, enfin, Ouais. Bah, en fait, là-dessus, il y a vraiment deux courants de pensée. C'est super intéressant, hein. D'ailleurs, on pourrait en débattre vraiment, tellement il y a de détracteurs d'un côté et de l'autre. C'est qu'il y a vraiment deux courants de pensée. Moi, je fais quand même vraiment partie de ceux on va dire, qui croient en l'intelligence et notre cerveau, effectivement. Bah, oui, si je compare à des années en arrière, typiquement, à l'heure actuelle, je connais pas. Si je dis un dixième, je suis encore très gentil. Je connais pas un dixième des numéros qui sont dans mon téléphone. C'est-à-dire, si on me donne une personne, je vais pas. Alors qu'à l'époque, moi, je me souviens, et oui, j'ai connu, encore une fois, je suis un vieux monsieur, hein, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas de téléphone mobile et où, bah, je sais pas, moi, en tête, j'avais peut-être 30, 40 numéros de téléphone directement que j'étais capable de saisir. Euh, Il y a vraiment un courant de pensée qui dit, bah oui, entre guillemets, on abrutit un petit peu la population. Et moi, je fais plutôt partie de la team de dire, en fait, notre cerveau et notre intelligence, on l'a mis ailleurs pour créer en fait d'autres choses. C'est-à-dire que oui, certes, j'ai plus mon numéro de téléphone en tête, etc. Mais ce temps de cerveau, enfin, de ce stockage mémoire, on va dire, je l'ai mis à autre chose. Et je suis vraiment justement curieux de savoir, parce que pour l'instant, ça peut être, c'est-à-dire que la réalité augmentée n'est pas encore suffisamment puissante pour tirer des leçons, des conclusions, en fait, avoir vraiment un gros feedback. Mais je suis vraiment curieux de savoir ce que ça peut donner au niveau du grand public si du coup on display, enfin on spread massivement en fait ce genre de techno, même au sein professionnel. Est-ce que pour moi le technicien va du coup s'adapter, va dire bah effectivement la machine va me donner des indications. Alors déjà c'est des indications, hein. Tout le monde a connu son GPS qui te fait tourner un petit peu en rond. Enfin depuis Google Maps c'est un peu différent, mais typiquement faites confiance à votre GPS de voiture, vous l'avez pas mis à jour, vous allez avoir deux trois surprises quoi. Mais pour moi, est-ce que du coup, il n'y a pas une notion pour ceux qui seraient réticents comme ça dans les entreprises, de dire, bah ok, mais est-ce que du coup, t'as pas d'autres choses sur lesquelles tu vas vraiment focus ton attention et du coup être on plus proactif, peut faire enfin, intelligemment et il faut pas justement tomber dans ce travers de l'assistanat, je ah pense. oui, Et c'est pour ça aussi que nous, même si on n'a pas fait, on a fait comme ça une appli de réalité augmentée qui te permet d'afficher des infos sur une machine. Et bah, des fois, tu as plein de composants et c'est assez difficile de savoir à quoi correspond quel composant, surtout pour les jeunes qui apprennent. Et du coup, quand tu visualises la machine avec la tablette ou le casque comme un HoloLens, par exemple, mhm, là, tu vas commencer à avoir plein d'étiquettes qui vont te dire, voilà, ça, c'est le disjoncteur A72. Et du coup, quand tu cliques sur ce disjoncteur A72 sur lequel tu es censé intervenir, tu vas avoir accès à la doc. Mais là, elle n'est pas forcément en d'accord, réalité augmentée, mais ça te fait une sorte d'accès rapide à plein ouais, d'informations que tu n'aurais pas. Et du coup, là, on n'est pas du tout dans l'assistanat. Après, quand tu connais pas une procédure, bah, il vaut peut-être mieux qu'on te la montre pas à pas pour que tu l'apprennes. tout à fait. Mais il faut quand même garder ce recul de ne pas faire une confiance aveugle à la machine. Et c'est vraiment ce qui m'a fait penser, c'était ta remarque sur le câble souterrain qui n'était pas au bon endroit, quoi. Et puis ils ont dit bon, on va faire confiance à l'appli, on va même pas faire nos vérifications
d'usage, et on va creuser. Et en fait, le câble, il n'était pas là parce que le tracking, il était mauvais, quoi. Voilà. Ouais, complètement. Et Mais ça, puis, ils le font déjà sur plan, hein, je te rassure, hein. Ils font un fonçage, effectivement, sur plan. Donc le fonçage, c'est le fait de générer en fait un trou pour passer les câbles, etc. Ils se basent sur les plans. Si les plans sont pas bons, ça fait paf le chien, hein. mais Mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas trop le choix, hein. En même temps, il faut vraiment se baser sur quelque chose. Compliqué. Enfin, si je prends là le cas vraiment je veux faire un terrassement, enfin je veux faire un fonçage pour passer une ligne haute tension typiquement. Je pense que là-dessus, les dérives, ils les ont déjà avec les plans. Pour éviter de creuser le minimum. Mais Des outils, hein, pour vérifier qu'il y a bien un câble. Ils ont des outils de détection, quoi. mais après, ouais, tu vois, moi, je fais du courant de pensée inverse, hein, de dire ne pas trop utiliser la RA sur des processus standards. Parce qu'en atelier, moi, je les ai vus faire. Enfin, les mecs connaissent ces procédures par cœur, ils les lisent pas. C'est pas parce qu'on va leur mettre devant les yeux qu'ils vont plus les lire. Et moi, je suis plutôt partisan si on met de la procédure tout le temps, autant en formation, je trouve ça utile, autant en temps général, je pense que ça va surtout. Enfin, le mec qui voit pas le cap dénudé, ouais, ça, j'ai tendance à y croire. Ça devient tellement mécanique parce que tu fais la même chose toute la journée. Et en plus de ça, on te donne l'info, mécaniquement, tu vas tirer dessus. Par contre, là où je pense que sur l'ARA, tu as un vrai gain, c'est sur les situations exceptionnelles. C'est justement où tu arrives à ton transfo, tu ouvres tout transfo et il ne ressemble pas du tout à ce à quoi il doit ressembler. Et là, tu vas contacter une base arrière qui récupère les informations, qui va pouvoir t'aider, te guider, vous en discuter voilà, directement dessus. Et là, je pense par contre que la réalité augmentée va apporter un gain énorme et justement servir à donner, comme tu disais, du temps de cerveau, puisque t'es pas coincé tout seul devant ton truc, et puis tu ne reviens pas 3 semaines plus tard, parce que tu vas pouvoir le régler à peu près immédiatement. ouais, non, mais clairement, c'est ça. Mais même au quotidien, ça peut révolutionner en fait les tafs. C'est-à-dire que le taf qui était, entre guillemets, qui peut être remplacé. En fait, moi je le vois. Enfin, et d'ailleurs, dites-moi si vous êtes OK avec cette vision. C'est vrai que moi je le vois. Je suis pas un défenseur du boulot pour le boulot. Alors je sais qu'il y a des préoccupations économiques, hein, derrière, etc. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que si un jour des lunettes de réalité augmentée sont capables de faire ton boulot, tu mets ce même programme sur un robot et puis tu as le boulot, de fait. Donc pour moi, en fait, c'est plus où est la plus-value en fait du cerveau et de l'humain derrière et comment la maximiser malgré le fait que du coup peut-être sur des éléments de détail, en fait, on va pas porter son attention et faire une confiance aveugle à la machine. Mais ça, on le fait déjà dans beaucoup de taf, hein. Ouais. Ouais, ouais, ça serait vraiment ça, parce que du coup, derrière ces lunettes de réalité augmentée ou de mixed reality, etc., il y a vraiment une notion faut savoir qu'on entraîne à l'heure actuelle des robots avec ce genre de système. C'est-à-dire que demain, il y a quand même si on révolutionne pas un petit peu les tafs et qu'on n'apprend pas tout de suite à composer avec, demain, il n'y a aucune barrière, aucun verrou à ce que ça soit un robot qui fasse des tafs bien plus évolués, etc. Et qu'on se retrouve un petit peu dans la même panette que l'industrie. Enfin, certaines filières de l'industrie où du coup ça a été très complexe et où on a vu des licenciements par masse parce que pas de possibilité de reconversion, etc. À l'heure actuelle, c'est une réalité, hein. On apprend au robot via la VR. C'est... Après, il y a quand même plein de choses que les robots, enfin même les plus puissants des robots, ne pourront pas faire. Mais c'est important, c'est pour ça que la formation des personnes est super importante, parce que dans ces milieux risqués où il y a eu des accidents, hein, il y a des décès, il y a des gens qui sont blessés, des arrêts de travail et tout ça. Et du coup, dans ces grandes entreprises, ils ont des politiques quand même vachement axées sur la sécurité. Et du coup, moi, je vois ça plus comme un outil pour améliorer aussi la prise de conscience du risque. Parce que dans ces entreprises, ce que j'ai vu, moi, des feedbacks que j'ai eu, hein, de la part des interlocuteurs chez des entreprises comme EDF ou Enedis, c'est que bon, il y a du coup, il y a des accidents. Et pourquoi il y a des accidents? Parce que les gens, en fait, ils rentrent dans leur quotidien, ils se disent oui, bon, ça arrive aux autres et ça n'arrivera pas à moi. Moi, je peux me permettre de ne pas mettre mes gants parce que je suis un expert et ainsi de suite. Et, et ce genre de comportement peut amener le jour J où il se trouve que
le disjoncteur, il a été remis sous tension alors qu'en fait, il n'était pas censé l'être. Ouais, bien sûr. Bam, il y a un accident. Et en fait, c'est un des intérêts, je trouve, de la réalité virtuelle. Et du coup, par rapport à la XR, c'est pas du tout le même principe, en fait. C'est que tu fais vivre une expérience, mais elle est beaucoup plus immersive qu'un film. Et je peux t'assurer que quand tu te prends un court jus dans la VR, si tu t'y attends pas, même moi qui connais enfin, j'ai l'habitude, on a développé les logiciels, on les a testés des dizaines de fois, des centaines de fois pour chasser les bugs. Eh bien, l'autre fois, je faisais une démo à un client. Je lui montrais un peu ce qu'on pouvait faire dans la VR. Je me suis pris un court jus, mais franchement, je m'y attendais pas. Et effectivement, j'avais oublié un équipement. Et ben, j'ai été surpris. Du coup, ben, c'est ça aussi les feedbacks qu'ils nous donnent, c'est que ben oui, ils se rendent compte quoi du danger potentiel et de l'intérêt de respecter les procédures qui sont parfois descendantes et qui sont parfois réfléchies au niveau du siège et puis au niveau du terrain. Ben en fait, ils font pas comme ça parce qu'ils trouvent ça stupide. Mais oui, mais et du coup, ben en fait, ça a été aussi l'opportunité de faire se rencontrer un peu plus ces deux mondes. Et c'était l'intérêt aussi, c'était de travailler à la fois avec des managers, mais aussi avec des gens du terrain qui ont testé nos outils dès le début. Et pour avoir les retours et les feedbacks, oui, mais alors ça c'est pas réaliste. Oui, mais nous on fait comme ça. Ah bon, mais dans la procédure c'est marqué ainsi. Donc voilà. Et bon, d'une manière, j'espère qu'on a pu contribuer aussi à notre niveau, hein, à la sécurité, à l'amélioration de ces processus de sécurité, quoi. Et sur les questions de sécurité, pour les industriels qui nous écoutent, ne pensez pas aux technologies immersives que pour la formation initiale des opérateurs. Justement, le fait que les gars, en prenant de l'expérience, ils commencent à zapper les procédures de sécurité. Autant maintenant, ça se fait plus, mais à une époque, dans les ateliers, on coupait carrément les sécurités sur les machines-outils. Hein. Voilà, j'ai déjà vu ça dans ma carrière. Maintenant, la VR, bah voilà, se faire électrocuter, tomber d'un toit, se faire couper un doigt par une machine, bah ça choque, puis on s'en souvient. Et ça, c'est, tu vois, on parlait des super pouvoirs dans le titre. Ça, c'est vraiment un des super pouvoirs, c'est te permettre de vivre l'erreur la plus grave. De mourir. Voilà, non mais c'est ça. Et bah mourir, c'est impactant. Et du coup, les gars après s'en souviennent et font quand même, faut quand même attention. Ça me fait penser à une discussion, alors du point de vue complètement inverse. J'ai discuté avec des gens dans l'aéronautique et ils me disaient, et là j'ai été un peu étonné par l'approche, mais ça se défend. Ils disaient, dans les simulateurs de vol, il ne faut pas faire vivre l'accident, il ne faut pas aller jusqu'au crash, jamais ils le font vivre, parce que en fait ils veulent pas créer une sorte de traumatisme chez le pilote. Et nous, en fait, c'est tout l'inverse, c'est qu'on essaye de créer ce traumatisme pour impacter les personnes et leur faire réaliser de la conséquence d'oubli ou dans les gestes et tout. Et du coup, nous, on a vraiment cette approche, il faut faire vivre une expérience, faire vivre un accident. Et eux, ils étaient là, oh non, ça c'est vraiment interdit de faire ça dans la formation. Mais eux, ils étaient vraiment dans leur créneau aéronautique. Et c'est vrai, c'était deux mondes qui s'affrontaient. Et sur le coup, j'étais pas du tout d'accord. Mais après, ils m'ont expliqué le simple fait, dans un simulateur de vol, de vivre un crash, apparemment, ça peut perturber. Mais vraiment... Alors, après, je peux comprendre parce que en VR aussi, ça peut perturber. Après, il y a d'autres sociétés d'aéronautique qui vont pleine balle, du coup, sur le côté VR et le côté crash. Mais c'est vrai que c'est pas tellement pour les pilotes. Enfin, moi, ce que j'avais vu, c'était plus pour les passagers. Pour le côté un peu, regardez, ça arrivera pas chez nous. Je me souviens plus de cette application. C'était vraiment trash. Et à la fin, c'était finalement une espèce de giga pub parce que c'est regardez, ça arrivera jamais chez nous, quoi. Bien sûr. Mais je peux comprendre et je peux aussi comprendre que selon la population à laquelle on parle, le fait de ne pas parler de crash, de ne pas le vivre et autres, le place à un degré en fait c'est tellement élevé. Et parce que du coup, là, ce qu'on cherche à dégager de tout ça, c'est vraiment une notion de responsabilité. Il faut surtout pas faire ça parce que là, c'est vraiment dramatique, etc. Et je pense que sur certains pans de la population, certaines personnes, même sans parler de pans ou de secteurs de l'industrie,
ça peut mystifier quelque chose de tellement horrible que jamais ne fait ça. Et finalement, avoir limite plus l'impact, même que de l'avoir vécu soi-même. Mais là, je pense qu'on est sur quelque chose qui est de l'ordre du cas par cas presque. Je veux dire, c'est un peu, à mon sens, un peu réducteur de dire, voilà, sur tel secteur, on va faire ça, tel secteur, on va faire autre chose et autres. Je pense que ça dépend vraiment de la philosophie des gens. Il y a des gens qui pourraient être, ouais, effectivement, impactés. Il y a même des gens qui pourraient banaliser l'erreur, à force de pouvoir la faire en VR, typiquement. Donc ça dépend vraiment de... Je pense qu'il y a autant de profils que de... Enfin, il doit y avoir plusieurs genres de profils, du coup, à déterminer. Pour un premier jeu de réponse là-dessus, tu as la VR Connection qui est sortie il y a 2 ans et qui a été remis à jour là cet été, enfin l'été dernier, une charte éthique et qui parle justement des impacts que peut avoir la réalité virtuelle. Alors, ils ont fait un truc très large et ça implique le gaming, etc. Mais pour nous, pour les pros, il y a quand même pas mal de trucs dedans, y compris justement les expériences traumatisantes, on en parle un peu. Et en fait, il n'y a pas de contre-indication majeure et il n'y a pas de règle, ce que tu as dit, il y a des profils. Par contre, ça demande à chaque fois un encadrement spécifique. Voilà, si tu peux prévoir un scénario, par exemple, où forcément tu vas te planter. Tu vas mettre une grosse peau de banane dessus et à part si, tu vois, la procédure te dit de faire n'importe quoi et c'est à toi de débunker la procédure. Il faut faire attention en tout cas à comment tu amènes et que tu sors les gens de l'expérience pour pas que ça soit traumatique. Parce que voilà, si le mec il s'électrocute ou qu'il se tape une chute de 10 mètres, ça va le marquer autant que dans la vraie vie. Pas physiquement, mais psychologiquement parlant, oui, parce que c'est ce que disait Jeff tout à l'heure, sur le côté immersif, où une fois que tu es rentré dedans, tu es dedans. Ça percute, hein. Et ouais, justement, quand tu vas t'électrocuter en VR ou foutre le feu à la baraque ou je ne sais quoi, tu l'as vraiment fait. Il y a une réalité de la simulation qui va quand même marquer les gens. C'est pas pour ça qu'il faut pas le faire, c'est juste qu'il faut faire attention et l'encadrement de ces simulations est important. Est-ce qu'à votre avis, de votre expérience, Jeff et Louis aussi, hein, d'ailleurs, du coup, est-ce que les gamers sont moins, enfin, j'entends par là gamers, ceux qui pratiquent la VR, par exemple, typiquement au quotidien, sont moins impactés? On parlait d'indicateurs et de retour sur. Est-ce que du coup ça matche moins? Est-ce que du coup ils ont plus l'impression de prendre ça pour un jeu? Est-ce qu'ils rentrent moins dans le fait de ouais, c'est ma réalité, mais plus dans le fait de bah tiens, nouveau entre guillemets jeu vidéo? Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de comportement? Effectivement, certaines personnes peuvent penser que c'est un jeu alors que c'est pas du tout un jeu en fait. Et d'ailleurs, c'est des retours qu'on a eu, c'est que les gens disent mais en fait c'est pas un jeu, c'est un simulateur. C'est comme un simulateur de vol. Ouais. Mais c'est un simulateur de métier pour l'électricité par exemple ou le gaz et ainsi de suite. C'est vrai que des fois j'évite d'utiliser le mot serious game ou jeu sérieux pour ce qu'on fait parce que du coup ça nous met dans cette catégorie mine de rien, même s'il y a marqué sérieux, mais ça nous met dans le jeu. Il n'y a pas cet aspect. On n'a pas vocation à vouloir être ludique ou quoi que ce soit. Hein. Bref, pour revenir à la question. Par game, en fait, c'était plutôt Game Engine à la base. Et en fait, c'est la traduction qu'on en fait. Ouais. Et Serious Game, effectivement, oui, c'est un mot qu'il faudrait changer. Ouais, ça décrit quand même la chose quand même pas mal parce que c'est quand même un jeu sérieux. Mais c'est vrai que c'est pas le côté on vient s'amuser, quoi. On vient vraiment faire quelque chose comme dans la vraie vie. Enfin bref. Donc, je suis d'accord avec ton simulateur. Je pense que, enfin nous, à l'entreprise, on est quand même plutôt, on va dire, dans la catégorie gamer. Comme je t'ai dit, on peut parfois être même surpris soi-même par un événement, pour peu qu'il soit amené un peu de manière impromptue. Et que les visuels et le son soient convaincants, si on s'y attend pas, on est impacté, malgré qu'on soit gamer. Après, bien sûr, quand on est gamer, alors, du coup, la prise en main, la confiance en soi va être simplifiée. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est pas forcément que les gamers qui vont réussir dans la VR. L'autre fois, on a amené ça, on a amené notre simulateur pour Enedis là, dans une entreprise. Ils avaient un technicien
Ouais, la cinquantaine, il n'avait pas de téléphone portable, il avait, tu sais, le téléphone à l'ancienne, il n'avait jamais joué à des jeux vidéo. Il a mis le casque, et lui, du coup, il s'est pas du tout senti en mode je vais m'amuser, quoi, je vais jouer. On était là, oh là 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 là, mon Dieu. Ce cliché. Parce que, en fait, le client, là, enfin, le prospect, il nous disait, ah, je vous ai trouvé quelqu'un, si lui, il y arrive, c'est un test, en gros. C'était un test pour voir si tout le monde allait pouvoir Ah. utiliser la VR. Ah bah, j'espère qu'il est pas au courant quand même, parce que c'est pas très flatteur pour lui. Bah, donc, Oui, non, mais je vois l'idée. Ouais. je trouve que le gars, il a super bien réussi. Au début, il avait un peu du mal à comprendre. Alors, il faut cliquer là pour se téléporter. On clique là sur la gâchette. Alors, elle est où la gâchette et tout? Ça a pris quelques minutes. Mais après, au bout d'un moment, moi j'avais, enfin, comment dire, quand on fait des démos, on guide les gens, on leur dit voilà, parce qu'en général, ils sont pas du métier. Donc, on va leur dire, là, vous faites, vous testez les tensions, là, vous prenez le disjoncteur, vous le placez là, et ainsi de suite. Et au début, naturellement, je le guidais. En plus, je me disais, il faut quand même que je le guide parce que là, il faut qu'il y arrive, quoi. Mais Ouais, clairement. là, c'était miraculeux. Le gars, il a commencé à enchaîner toutes les actions qu'il avait. En fait, lui connaissait la procédure dans la vraie vie et il a commencé à le faire en VR comme dans la vraie vie. Et il se posait plus de questions. Et il avançait, et il enchaînait. Et nous, on se taisait et on le voyait faire. Et c'était génial, quoi. Donc, Ouais, comme complètement. personne sans avoir aucun background dans le jeu vidéo, bah, ok, il y a quand même un temps d'apprentissage initial ok, je clique là pour faire ça, etc. Mais après, ça reste hyper intuitif, mine de rien, la VR. Quand on compare ça avec, Tout à fait. j'utilise une souris pour cliquer sur un menu, pour un bouton, ben la VR, merde, quoi. On prend la main et on met l'objet sur l'objet et on serre la main pour prendre. Tu vois, c'est comme la vraie vie, en fait. Et, Du coup, c'est quand même très vite pris en main, quoi, par les gens. et tu vois, pour le Complètement. coup, Non, je suis d'accord. pour le coup, moi, ce que je me suis rendu compte, et l'histoire de Jeff dénote assez bien ça. Les gens trouvent que c'est un jeu sérieux tant que c'est pas leur domaine. Enfin, que c'est très jeu tant que c'est pas leur domaine ou que l'application est pas faite pour eux. Et en fait, ils y voient, ouais, c'est le moment où quelqu'un vient te présenter une nouvelle techno, où tu te déplaces dans un lab pour aller tester des trucs. T'as le côté un peu expédition, rencontre, qui sort d'un cadre de boulot classique. Et là, les gens voient plus le côté jeu du truc. Alors que dès qu'on est sur des simulations qui sont faites pour eux, qui ont été designées pour eux ou qui ont été designées dans le cadre d'un parcours chez eux, même si c'est un peu d'étagère, là d'un coup cette dimension jeu elle disparaît et on arrive vraiment dans ce que Jeff appelait un simulateur. Et je pense que pour la VR, en tout cas dans le pro, c'est le bon terme. On fait des simulateurs comme les simulateurs de vol et ça marche. Et c'est pour ça que ça marche. Et vous faites confiance à des simulateurs de vol depuis. Là, on pourrait si vous avez envie après parler un peu de ROI, mais on fait des simulateurs. Voilà, aujourd'hui, tout le monde prend l'avion. Enfin, tout le monde. Tous ceux qui sont montés dans un avion ont pris l'avion. C'est une espèce de tautologie infâme, mais Tous ceux qui sont nés avant 2020. voilà, allez, tous ceux qui sont nés avant 2020. Mais en tout cas, tout le monde fait confiance aux pilotes, a priori, s'ils sont montés dans l'avion. Voilà. Sauf que ce pilote, il a été formé avec des centaines d'heures de simulateur, avant d'avoir seulement le droit de toucher un avion école. Donc, moi, ça, voilà. Mais en vrai, on n'a pas le choix. Hein. Mais t'as pas le choix, mais tu lui fais confiance quand même. Tu aurais pu prendre le bateau ou le train. Il y a d'autres moyens de faire. Bien souvent, on n'a pas le choix. Non, mais oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Non, mais justement, j'allais y venir sur les simulateurs. Enfin, je veux dire, tu prends l'aérospatial, tu prends l'aéronautique, tu prends... qu'est-ce qu'on a d'autre comme l'automobile, nous dit celle qui sait. L'automobile aussi, ouais, tout à fait. Mais si vous... voilà, on prend ne serait-ce que ces trois domaines qui sont quand même, on va pas se le cacher, trois domaines de l'industrie assez badass, quoi. Genre assez puissant. Ça pèse un petit peu dans le game. Les mecs font des simulateurs depuis 25 ans. Et donc, du coup, depuis 25 ans, ils génèrent les datas qu'on vient de parler, hein, parce que depuis tout à l'heure, je me fais un petit peu l'avocat du diable. Mais en fait, les données, et on va le voir justement avec les indicateurs, Jeff, aussitôt après, on en a beaucoup des datas. Et aussi, on a beaucoup de retours de ce qu'est un simulateur, etc. On sait que ça marche, on sait que voilà. Et malgré tout, avec la VR, on a encore des gens, on a l'impression qu'on met ces 25 ans derrière, là, et que... Et allez-y, on se repose un petit peu les mêmes questions. Je trouve ça un peu dommage. C'est vrai Jamais de la vie, un pilote n'a remis en question son simulateur. Il y a Jamais. beaucoup
de défiance envers la VR et enfin, les grands groupes, vu que c'est une nouvelle Du ferroviaire techno, aussi. ils ont peur que justement ce soit techno pour techno. On met des sous, on dépense des sous pour rien et en fait ça va pas servir. Donc à chaque fois, dans toutes nos expériences avec ces entreprises, on sent qu'ils se méfient un peu. Est-ce qu'il va y avoir du retour sur investissement? Est-ce que ça va être utilisé et pas mis au placard au bout de 2 mois? Et des trucs comme ça. Et c'est normal, c'est une nouvelle technologie. On est dans le tout début de la courbe. Là, il y a une espèce de courbe là, qui montre la maturation d'une technologie. Et je pense qu'on a encore vraiment au début. Et d'ailleurs, j'ai l'impression quand même que comment dire, que les avis évoluent et que là, depuis genre 1 an ou 2, alors c'est parce qu'en fait, j'ai de plus en plus de clients qui me disent non, 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 mais nous, on est convaincus. On veut faire de la VR. Et Ouais, du coup, maintenant, comment on avance, en fait. j'ai pas besoin de sortir tout mon panel d'arguments. Pourquoi la VR? Donc du coup, ça devient plus comment faire la VR et comment est-ce qu'on s'y prend et comment est-ce qu'on développe la VR. Et là, du coup, au vrai sujet. on est plus, je dirais que c'est chouette ce genre de clients parce que déjà ils ont une expérience un peu, ils ont déjà testé pas mal de choses et ils sont là pour trouver comment dire, un prestataire qui leur crée du contenu de manière Adapté. performante, adaptée, et ainsi de suite, quoi. Et c'est là qu'on a un discours commercial, on va dire, plus logique que de devoir à chaque fois faire de l'acculturation, comme on le fait tous, je pense, dans l'industrie, toutes les entreprises comme nous, on est tous en mode, on fait de l'acculturation, plus on vend Complètement. les performances de nos solutions. Complètement. Mais c'est vrai que de plus en plus, les gens l'ont déjà testé et en fait, on a déjà, entre guillemets, balayé le problème de l'immersion et de ce que ça fait, le fait que ce ne soit pas juste 2 écrans qu'on se place Et puis, à 2 centimètres des yeux, etc. il y a énormément de gens qui ont vécu une expérience VR dégueulasse. Et du coup, bah, ils ont été dans un salon en 2016, ils ont essayé les cardboards dans des montagnes russes. Mais j'en ai plein, des gens comme ça. Et quand tu leur... là, en ce moment, on envoie souvent des casques à distance avec le Covid et tout. On envoie des casques et on se retrouve en VR, on fait la démo en mode collaboratif, en multiplayer, quoi. Ouais. Et ça, c'est vachement bien parce que du coup, on se retrouve, on peut leur montrer tout ce qu'on veut. Bref, il y a des gens, tu leur envoies le casque, tu leur fais un colis, tout ce que tu veux, machin et tout, tu te casses quand même pour leur faire la démo. Il y a des gens qui disent ah non, 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 moi je veux pas essayer. Ah bon, et pourquoi? Ah non, mais moi j'ai déjà essayé la VR, ça me rend malade. Ah bon, et pourquoi? Eh bien, j'étais dans une cage sous l'eau avec des requins qui m'attaquaient et c'était avec un casque en carton. Ah ben voilà, d'accord. Bon ben alors du coup, ça c'est Ce n'est pas de la systématique. VR. Et donc, on leur dit, ben voilà, essayez, ben, on veut faire une expérience, on voudra voir si vous êtes malade ou pas. Et ben, les gens ne sont pas malades. Pourquoi? Parce que ben, la technologie a énormément évolué en 5 ans. Là, maintenant, tu prends un Oculus Quest là, 2, pour ne citer que lui, mais c'est hyper performant. C'est des casques autonomes, ils sont fluides, il y a beaucoup plus de pixels, ce qui fait que l'image est beaucoup plus nette. Du moment qu'après, le logiciel derrière, il tourne bien, il est optimisé, c'est une expérience qui rend pas malade du tout, quoi. Non, mais je veux dire, moi, je compare ça vraiment. Enfin, et à chaque fois, je change d'image, mais enfin, je change de secteur. Mais allez, on reste dans le secteur de l'automobile. La première fois qu'on teste une auto, vous lui mettez des roues ovales, la personne va ressortir de l'auto en disant non, mais plus jamais vos voitures, etc. Oui. Enfin, je veux dire, bien évidemment, la techno évolue, etc. Les premières, enfin, c'est, mais en fait, le problème, c'est que la VR avance très très vite. Il y a un gap là en 5 ans, il y a eu un gap assez phénoménal et je pense que ça avance beaucoup plus vite que dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'on se dit, on est encore. Alors, ouais, on voit bien que à la télé, dans les pubs, etc., on voit bien qu'on n'est plus sur le petit truc en carton qu'on a testé, mais vous n'allez pas me la faire à l'envers, ça fait que 4 ans et en 4 ans, ça n'a pas pu changer du tout au tout. Et ça, c'est un petit peu dommage. Il faudrait essayer de briser ça. Mais effectivement, je te rejoins complètement et on n'arrête pas de le dire. Des gens qui ont été déçus par le cardboard parce que ceux qui leur ont présenté la VR ont fait n'importe quoi, entre guillemets, et que c'était le grand kiff pour beaucoup, d'ailleurs, de découvrir la VR à coup du roller. Enfin, voilà, on place mamie dans le fauteuil qui va bien avec le roller coaster et le cardboard.
Bah ouais, ça fait beaucoup, beaucoup de mal, hein, vraiment. Et Hum, moi, je peux même élargir à tous les casques 3DOF, en fait, Oui. qui rajoutent énormément de motion sickness. hum. Moi, je prône, alors je sais que je le prenais déjà à l'époque du HTC Vive et de l'Oculus Rift, hein, je n'aime pas ces casques. Je trouve que ça génère énormément de motion sickness chez les uns, chez les autres. Alors, à partir du moment où on sait déjà ce que c'est que la VR, qu'on peut se dire que c'est. Mais il faut déjà un bon degré de maturité sur le device pour se dire, ouais, là, ça m'a rendu un petit peu nauséeux, mais c'est le 3, enfin, c'est parce qu'il y a que du 3DOF et que j'ai pas de room scale. Faut déjà un bon gros degré de maturité pour arriver à ça. Mais pour moi, Oui, les casques 3DOF ne sont trop réservés qu'à ces personnes. Mais Voilà. tu vois, pour Euh, compléter ce que tu disais, les cardboards, c'était pas il y a 4, c'était il y a 5 ans. 14, même pas, 2014, donc c'était il y a 7 ans les cardboards. ouais, Donc ouais. tu vois, il y en a sous le pied. Et tu parlais de la courbe de l'innovation, Jeff, donc courbe de Gartner. Et la VR est officiellement sortie de la courbe de Gartner en 2019. Donc aujourd'hui, les casques de réalité virtuelle sont considérés comme un produit standard, en fait, depuis le Quest. Depuis la sortie du Quest et des Neo, on considère que la VR n'est plus une technologie innovante, même si ses applications le sont, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais on Oui, parle bien plus sûr. d'innovation en termes de VR. La R est encore en plein dedans, elle est dans le gouffre de la désillusion. Je vous laisse aller voir la courbe, vous allez voir, c'est rigolo. Hum. Mais, Ouais. Alors moi j'ai ma courbe à moi, mais moi je parle plus d'innovation depuis Pimax. Mais après mais c'est parce que tu les aimes pas, c'est autre chose, Hum. toi, et pas Max. non, non, mais rien à voir. Mais je veux dire, en fait, mais non, mais au contraire, ça m'a même fait un bien fou. Je veux dire, c'était une entreprise qui a dit, voilà, nous, on va trouver les devs pour faire des drivers et tout, et vos casques VR, vous êtes bien gentils, mais c'est quoi? C'est un écran LCD, c'est des lentilles, c'est bah, le système de tracking de SteamVR du coup qui est achetable, etc. C'était des assembleurs, les mecs. Et ils ont fait un casque qui, honnêtement, alors après, on aime, on n'aime pas. Je sais que moi, d'un point de vue professionnel, j'ai eu des déboires avec leurs drivers, etc. Mais maintenant, ça fonctionne très bien. Et les mecs, c'était des assembleurs, quoi. Et à partir de là, on se rendait bien compte que la partie, entre guillemets, innovation qu'on nous rabâchait, parce qu'on a eu ça aussi pendant 3 ans, regardez, c'est de l'innovation, regardez, c'est voilà, les lentilles Fresnel, on ne savait pas en faire, maintenant on sait. Non, on a toujours su faire des lentilles Fresnel. Il y a Depuis qu'on juste fait des fallu les phares. adapter un petit peu. Ouais, c'est ça. Il a fallu les adapter un petit peu. Ok, bon, voilà. Mais voilà, finalement, c'était pas les grosses innovations dans l'optique. On a commencé à en faire, notamment bah, plus tard, en fait, quand on a passé ce palier. Oculus aussi, qui lui ne voulait pas du Fresnel au sens large. Du coup, avait fait pas mal d'innovations. Mais oui, oui, on a passé la courbe, entre guillemets. Et, euh, et là, on revient un petit peu, d'ailleurs, moi ça me fait un peu peur, on revient un petit peu dans une courbe où la presse et les économistes attendent une bulle. Ce qui est attendu, hein, c'est une bulle. Et là, je pense que la VR va vraiment littéralement exploser parce que la presse va commencer à se remettre dedans en espérant cette bulle. Et j'espère vraiment, par contre, qu'elle n'aura pas lieu, ou du moins qu'elle explosera pas. Mais, euh, Mais ouais, ouais. Et en fait, ce qui a fait beaucoup de mal à la VR à la base aussi, c'est les cardboards et la presse. C'est-à-dire que la presse s'était enflammée. Vous souvenez un peu de l'effet Google Glass, en fait, hein. Ah bah, Tout le monde en a parlé. Grosse hype, mais over-hypé de malade, mais même pas par Google lui-même qui n'avait rien fait et s'est laissé déborder. Et puis d'un coup, bam, utilisation du public, enfin, des illusions, etc. Et la presse et les économistes qui lâchent complètement le médium en disant bah finalement c'est de la merde parce que en fait ils font pas d'entre eux de ce qu'ils attendent, c'est vraiment le buzz ou le bad buzz. Mais voilà. Hum. Et c'est exactement pareil en bourse, Et puis, hein. il y avait aussi un moment au début, quand il n'y avait pas encore beaucoup de contenu. Là, ça commence à aller mieux, hein, les contenus pour le grand public. Je veux dire, les jeux vidéo en VR et tout, c'est de plus en plus intéressant, je trouve, d'acheter un casque du moment qu'on est intéressé par ça. Hein. Mais il y avait aussi une forme d'acharnement de la part des médias et chaque média se relayait le même article en disant oui, les ventes sont décevantes, la VR va faire un flop. Alors qu'il faut arrêter de se. Je trouvais dommage ça parce que je me dis ok, peut-être que ça va faire un flop pour les jeux vidéo, le grand public, mais il y a aussi vachement de débouchés pour le monde professionnel avec ce que nous on fait Mm. par exemple. Et ça, tu vois, ils en parlaient jamais. Et du coup, tu voyais un article, il était relayé par un autre média, tu sais, c'est un peu le ah ben tiens, on a des articles tout faits, on les relaye et voilà. Et C'est ce qui clair, fait c'est que clair. ça fait comme une espèce de boule d'effet boule de neige
qui disaient oui, la VR c'est voué à mourir, quoi. Et enfin, je vois pas moi comment, même si ça va pas ça atteint peut-être pas les espérances, les premiers, les Ça études va pas au rythme. qui Oui, faisaient en 14. Voilà, on n'y est peut-être pas. Mais n'empêche, j'ai l'impression quand même que la VR se développe quand même de plus en plus, quoi. Bah, surtout dans Ah le oui, non, pro. mais c'est clair. Et, ben, Mm. et un petit chiffre qui peut être encourageant, hein, c'est euh, c'est que Oculus a vendu plus de Quest 2 que tous ses anciens casques réunis. Voilà. C'est quand même Oui. une marque d'une accélération assez franche. Donc, Oui, là, ils ont frappé un grand coup avec un tarif vraiment bas et vis-à-vis d'un casque de grande qualité avec les contraintes qu'on connaît liées à Facebook. Mais c'est vrai qu'ils ont, après, ils ont, je pense, une stratégie pour truster le marché, un peu comme l'a fait Apple à l'époque. Enfin, bah, pas Apple parce qu'ils restaient très, très onéreux, mais ils étaient les seuls au début, donc ils ont pu conquérir le marché. Et je pense que ça, c'est un peu l'objectif de Facebook. Je vois pas comment ils peuvent être rentables aujourd'hui avec ces casques, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils en ont à faire vu qu'ils ont toute leur activité à côté, quoi. Donc, mais bon, je Ouais. trouve ça quand même une bonne chose pour la VR. Alors, ça peut être mitigé parce que effectivement, on se dit oui, tout le monde va sur Oculus, il y a une sorte de monopole qui s'installe, c'est dommage, et leur plateforme est assez fermée. Mais d'un autre côté, ça aide bien à démocratiser la VR, quoi. Et du Ah coup, il y a non, ça fait le taf. de gens qui testent avec l'Oculus Quest 2 et qui voient que la VR, c'est pas comme à l'époque des casques en carton, quoi. Non, alors moi, j'ai quand même vraiment un autre constat aussi hein, là-dessus. Hein, c'est que, enfin, j'ai oublié le terme d'ailleurs. Le fait d'attendre volontairement que quelqu'un soit en position de trust, du coup, aux États-Unis, c'est un principe très connu. Et c'est clairement à la mode en ce moment. Et je pense que c'est un petit peu ce qui s'est fait. C'est-à-dire que on voit qu'on a des concurrents comme Stan Larocque, du coup, pour Lynx, qui est français, qui est un casque de mixed reality, etc., qui y va. Il sait qu'il a en face un concurrent qui peut développer des milliards et des milliards de... Il y va et ça marche. Comment une boîte, à l'heure actuelle, comme HTC ou autre, peut se dire « Ah bah non, on va pas y aller, parce qu'il y a Facebook en face, etc. » Enfin, non, pour moi, c'est ridicule. Ils n'ont pas voulu y aller. Facebook a pris une place. Euh, à l'heure actuelle, dans les chiffres, en fait, dans les chiffres, le média, le divertissement le plus rentable, c'est le jeu vidéo. Facebook s'est juste dit, on va se créer une place dans le jeu vidéo. On peut pas se le créer dans le monde de la console parce que les acteurs sont bien installés et tout. On y va. Et ça, pour être un des acteurs principaux d'un média qui est le plus rentable au monde, ça vaut bien effectivement d'investir un petit peu. Et je pense que ça a été les premiers là-dedans. Je pense qu'ils ont fait un coup assez magistral. Je pense que Google, du coup, lui a misé sur Stadia, donc le cloud computing, et derrière n'a pas voulu refaire un face-to-face avec Facebook sur le monde de la VR. Lui, de toute façon, c'est du software. Il y a ça aussi, hein, Facebook, c'est un petit peu redynamisé pour faire du hardware. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Et je peux déplorer que Facebook soit tout seul, mais par contre, c'est pas de la faute de Facebook pour moi. C'est le système. Il y a beaucoup de systèmes, beaucoup de pays, enfin voilà, on arrive à lever des fonds et c'est des boîtes qui n'ont pas voulu se lancer de peur de la concurrence ou ce genre de choses, mais pas Facebook qui écrase. C'est vrai qu'HTC, on est un peu dans l'attente et depuis que le Quest 2 est sorti, le focus fait pas le figure. Et moi, c'est vrai que j'attends avec hâte la sortie du successeur et j'espère que Oui. ça permettra d'équilibrer un peu. Mais nous, en attendant, on se Et le pire, proposer c'est qu'il y a mieux à nos clients. Hein. C'est ça. Et le pire, c'est qu'il y a un véritable besoin professionnel parce que, et alors j'imagine que, alors moi, je connais plus des clients comme la SNCF ou autres, pas trop EDF et Enedis, mais j'imagine qu'ils sont dans le même état d'esprit. Ça les fait chier de travailler avec Facebook. Enfin, de façon indirecte, mais le mot Facebook, avoir un compte Facebook, avoir ce genre de choses, comment c'est pris par ces clients-là, Jeff? Alors, faut savoir aussi que si tu normalement, en fait, en théorie, quand tu travailles dans le monde de l'entreprise, tu pas censé acheter les casques grand public, même si récemment ils ont ouvert cette possibilité. Donc ça, c'est vraiment un énorme plus parce que c'était quand même un peu contraignant de devoir passer par l'offre business des Oculus Quest là. Mais Tu les payes 3 fois plus cher.
à stade intéressant que tu n'as pas à faire de compte Facebook. Mais par contre, tu dois passer par leur Workplace, là, qui est une sorte de Facebook, LinkedIn professionnel, quoi. Ouais. Tu dois avoir un compte pour l'entreprise, mais un seul, et tu peux gérer tous tes casques à distance et via, tu sais, un mobile device management, là, le MDM centralisé. Mais du coup, tous tes casques business, ils ont pas de compte Facebook, hein. Ça, c'est vraiment une idée reçue que beaucoup de gens disent et que même moi j'entends dans les entreprises, ah non, non, on veut pas de Quest parce que va falloir un compte Facebook. Mais non, c'est faux. Par contre, l'inconvénient, c'est que sur ces casques-là, bah, tu vas avoir un abonnement, du coup, de $180 par an par casque, qui représente un surcoût. Mais à un moment donné, il faut quand même se dire, attends, j'ai acheté mon casque pour une entreprise, hein, je veux dire, pas cher. J'ai une qualité quand même très, très aboutie. Donc si je compare avec ce qui se faisait il y a 10 ans, les caves, là, à plusieurs centaines de milliers d'euros, avec des data centers, là, enfin des salles entières remplies de cartes graphiques pour calculer les images, mais c'était des investissements colossaux. Alors maintenant, on parle parce qu'il y a $180 par an. Bah oui, mais ce casque, de toute façon, il va durer 3 ans, parce qu'après, il va être remplacé par un autre plus performant. Donc, oui, il faut compter 3 fois $180 de plus dans le prix. Donc, si je prends le casque business à 800, allez, disons $800 plus, allez, 600, ça fait $1400. Mais tu compares avec un HTC Vive Pro, mais oui, mais il faut le PC, la carte graphique introuvable, et ainsi de suite. Et tu te retrouves vite avec un budget de 2000 euros, en fait. Et le... Ouais, bien sûr. Bref, les gens ne posent pas forcément les bonnes questions, je pense. Mais après, voilà, moi, je suis... Après, c'est aussi une passerelle pour leur compte Facebook entreprise, réseau social. Enfin, il y a un nom, hein, là-dessus, hein. L'équivalent d'un Mattermost ou Workplace by Facebook. voilà, c'est ça. Ouais. Mais du coup, il y a quand même pas ce problème de confidentialité des données, puisque les applis sont quand même hébergées chez soi, enfin là Oui. où tu souhaites. Et tu as quand même, je dirais, même si ça reste Facebook et il faut pas croire aveuglément à ce qu'ils disent, mais dans toutes les conditions du business, c'est vraiment stipulé qu'il y a une confidentialité accrue. C'est quand même, on bénéficie quand même du niveau de sécurité des données qu'un Facebook peut se permettre de développer. Si vous venez sur nos serveurs à nous, ils seront peut-être pas aussi sécures que ceux de Facebook, hein. Donc, bah, voilà. Ça, moi, je l'ai toujours dit, hein. Ils ont flingué, entre guillemets, les stores et les systèmes de sécurité d'Oculus, mais de toute façon, ma main a coupé que Oculus, à la base, n'était pas taillé pour du million d'utilisateurs. Et tous les piratages potentiels qu'il peut y avoir à côté, je suis plutôt content, moi, finalement, que Facebook mette sa sécurité, mette son image en face, parce que le jour où Facebook se fait pirater, bah, enfin, ça c'est déjà arrivé d'ailleurs, et du coup, derrière, c'est une grosse perte d'image, etc. Donc, ils n'ont aucun intérêt à se faire pirater, là où une petite boîte, elle peut même se faire pirater sans s'en rendre compte, au final. Donc, en tout cas, messieurs, je vous propose que ce soit le mot de la fin, qui est 20. Il faut qu'on prépare la suite. Je suis désolé, je serais bien resté avec vous là encore 2-3 heures parce que la discussion est lancée et c'était super cool. En tout cas, Jeff, merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice, puis tu reviens nous voir quand tu veux. Ah merde, on a trop parlé, du coup on n'a pas parlé des indicateurs. Et ben voilà, donc Jeff revient dans 5 semaines pour nous parler des indicateurs de ROI. Voilà. On fera un petit débrief spécial là-dessus. Ouais. C'est ça, on va se faire un épisode complet. C'est un véritable plaisir, merci beaucoup à toi Jeff. C'est cool. Merci à vous, c'était très sympa, et puis on se remet ça. Hein. Bonne continuation effectivement dans le monde de la formation et n'hésitez pas. Hein, vous voulez faire parce que du coup tu fais client grand compte, mais tu ouvres à tout le monde, c'est pas très. Ah oui, non, mais vraiment, on a fait des trucs en VR pour des PME. Hein. Donc n'hésitez pas effectivement à ne serait-ce que demander tout simplement le tarif que ça pourrait coûter. Venez avec un besoin de formation, mais pas forcément un besoin de techno, hein, bien sûr. Laissez les experts vous conseiller. Mais n'hésitez pas en tout cas à les contacter. Ok, allez, c'était un plaisir. Et très bonne soirée à vous. Ciao. Ciao. Bonne soirée à toi, Jeff. Ciao. Donc pour ceux qui nous regardent sur YouTube, merci. Si vous retrouverez les informations de l'entreprise de Jeff dans
dans les commentaires, donc le lien vers le site web, probablement le lien vers l'adresse LinkedIn, je sais pas encore. De toute façon, venez nous retrouver sur les likes parce que vous pouvez poser les questions, vous le voyez, on discute avec le chat, on prend les interrogations du chat qu'on remonte à chaque fois. Donc n'hésitez pas à revenir avec nous. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux. Moi, on peut me suivre sur LinkedIn principalement, donc Louis Dupin sur LinkedIn. Voilà, et puis pour ceux qui sont sur le live, bah, pareil, hein, aidez-nous, partagez les lives, dites qu'on y est, faites venir du monde. On est toujours ravis d'avoir de plus en plus de monde comme ça tous les jeudis, tous les mercredis, c'est super cool. En tout cas, pour la suite des événements, là, on va prendre 5 petites minutes de pause et on se retrouve avec toute l'équipe d'XR 360 pour les news de la semaine. Vous le savez. Voilà, et ben je vous mets un peu de musique et... C'est pas faux, mais comment on se débrouille pour être toujours en retard comme ça? C'est ouf. À tout à l'heure. À toutes!